bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique est un mouvement qui a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes. Nous sommes dans la rubrique politique africaine au Congo-Brazzaville, au sorti du dialogue de l'opposition. Doit-on réviser la constitution de 2002 qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat? Notre invité, M. Paul-Marie Mpouélé, président du FOCAR. Bonjour, M. Mpouélé. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci, madame. Et vous-même? Je vais très bien, je vous remercie, M. Mpouélé. Dites-nous, M. Mpouélé, dont vous n'êtes plus à présenter. Toutefois, pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous? Oui, je suis Paul-Marie Mpouélé. Je vais fêter mes 45 ans le 19 août. Je suis journaliste de formation, mais au chômage depuis 1997. Voilà, politiquement, je dirige un parti appelé Rassemblement des jeunes patriotes, en sigle RJP, et à ce titre, je suis coordonnateur du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance en 2016, en sigle FOCAD, voilà, qui regroupe 70 associations et partis politiques. Oui, j'avais été élu président du présidium de ce dialogue, oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est organisé le dialogue qui a été organisé par le FOCAR? Disons que le dialogue alternatif est né de ce que le président Denis Sassou Nguesso avait convoqué un dialogue à Sibiti qui n'a pas malheureusement rempli les critères que nous attendions, nous, au niveau de l'opposition. Et donc, nous avons décidé de pouvoir nous retrouver. Au départ, nous pensions être exclusivement le FOCAD, mais nous avons élargi en associant d'autres forces politiques, y compris celles qui appartenaient ou qui appartiennent à la majorité présidentielle. Et donc, nous nous sommes retrouvés pour examiner deux points précis. Le premier, sur la gouvernance électorale, c'est-à-dire comment faire que l'élection présidentielle de 2016 soit une élection transparente, équitable et apaisée. Et le deuxième point, c'était justement le respect de l'ordre constitutionnel. Voilà donc les deux points qui ont constitué aussi d'ailleurs l'objet des deux commissions que nous avons mises en place, qui ont planché sur ces deux aspects et qui ont rendu leurs conclusions à la suite de deux plénières. Est-ce qu'on peut dire que lors de ce dialogue, il y a eu une harmonie entre les différents partis qui ont participé? En tout cas, contrairement à Sibiti, nous sommes parvenus à un réel consensus sur toutes les deux questions que nous avons examinées. Au niveau de la gouvernance électorale, nous sommes tombés tous d'accord qu'il y a nécessité d'avoir un corps électoral fiable, mais celui-ci ne peut résulter que d'un recensement fait d'accords partis, c'est-à-dire l'opposition, la société civile et l'administration ou le gouvernement. Nous sommes tombés d'accord aussi sur la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante qui regrouperait toutes les forces politiques et qui jurait d'une autonomie financière et d'une autonomie de fonctionnement. Cette commission serait chargée de faire le recensement, d'organiser les élections, donc toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales, y compris pour nous le contentieux électoral, parce que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est en dépassement de délai constitutionnel. Donc, nous voulons donner à la commission électorale indépendante toutes les prérogatives possibles pour assurer une élection équitable, transparente et apaisée en 2016. Donc, voilà des points sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Nous sommes tombés d'accord aussi sur le dernier point, c'est-à-dire le respect de l'ordre constitutionnel. Tous, nous disons non à un quelconque tripatouillage de la Constitution. Et c'est d'ailleurs à l'issue de cette unanimité sur cette question que nous avons lancé un appel à la résistance au peuple congolais au cas où le président venait à troubler l'ordre en appelant à un référendum. Ok, vous allez un petit peu vite parce que vous dites beaucoup d'informations importantes. Je voudrais un petit peu voir plus clair. La commission électorale indépendante, est-ce que vous avez un budget? Vous savez où vous allez trouver les moyens? Est-ce que quand vous dites que le peuple, vous allez faire de la résistance, est-ce que vous appelez un soulèvement populaire? Qu'est-ce que vous entendez par cela?
Ben, pour la commission électorale indépendante, les moyens doivent être dégagés par l'État. Vous savez que l'État est là pour assurer, j'allais dire, toutes les missions régaliennes qui lui sont dites. Donc, la commission, pour nous, doit être mise en place de façon paritaire avec le gouvernement et nous-mêmes. Et cette commission n'aura d'indépendance que lorsqu'on lui assurera et les moyens de son fonctionnement et les moyens de sa survie, de sa politique, comme on dirait. Mais ça, il appartient à l'État, justement, de donner les moyens nécessaires à cette commission pour qu'elle fonctionne normalement. Bon, quant à appeler un soulèvement, non, nous n'appelons pas un soulèvement, mais nous prendrons nos responsabilités si le président de la République s'amuse à passer outre la volonté d'alternance qui anime les Congolais aujourd'hui. Nous prendrons nos responsabilités en ce moment-là. Nous appellerons tout le peuple à résister à l'ordre de violer la Constitution actuelle. Voilà, donc ces notions sont claires pour nous. Il ne s'agit pas d'aller à une quelconque insurrection sans motif valable, mais nous appellerons à la résistance si jamais le président veut. Monsieur Paulet, vous dites que c'est l'État qui va donc garantir le financement de cette commission indépendante, mais l'État, c'est entre autres le président actuel, et le président actuel n'était même pas d'accord que vous puissiez vous réunir. Comment allez-vous réussir à convaincre ce gouvernement pour qu'il puisse payer une commission indépendante pour laquelle il n'est même pas favorable, puisqu'il n'était même pas favorable à votre réunion? Bon, mais il faut déjà souligner, madame, qu'on ne peut pas faire une telle confusion. L'État, pas M. Sassou. L'État est impersonnel. On ne peut pas personnaliser l'État en la personne de M. Sassou. Nous pensons que s'il a encore un tout petit peu, un brin d'esprit démocratique, il est obligé de comprendre le peuple, et le peuple veut d'une élection crédible, transparente, équitable et apaisée. Et pour le faire, il faut une commission électorale indépendante. C'est un point d'accord, y compris lors de toutes les concertations qui ont été convoquées par lui-même, le président de la République. Que ce soit à Evo, que ce soit à Brazzaville en 2009, à Evo en 2011, à Dolisie en 2012, tous les participants à ces différentes rencontres qu'il avait convoquées ont convenu de ce qu'il faut mettre sur pied une commission électorale indépendante. Nous n'avons fait que donner les orientations pour que cette commission soit effectivement une commission indépendante. Nous n'avons fait que des propositions allant dans ce sens. Donc, Monsieur le Président de la République est bien obligé de respecter cette volonté du peuple. Donc, ce n'est pas une conclusion exclusive au dialogue alternatif de Diatta, mais c'est une conclusion qui a été actée par tous depuis les conférences, ou plutôt les concertations d'Evo, de Lizy et récemment encore à Sibisi. Donc nous ne demandons pas quelque faveur que ce soit, non. Bon, mais Monsieur Paulet, juste pour programmation normale. Pour voir par rapport à l'histoire de l'Afrique, on voit que les commissions indépendantes électorales n'ont pas toujours eu un grand succès. Pourquoi est-ce qu'elles auraient un plus gros succès au Congo-Brazzaville? Parce que si je me permets d'insister un petit peu sur cette question, c'est qu'il y a déjà eu des opposants dans d'autres pays africains qui ont pensé que c'était la solution. Et finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas toujours porté le fruit qu'on attendait. Donc, pourquoi vous croirez plus que ça marcherait au Congo-Brazzaville, d'autant plus qu'on voit que le président actuel n'a pas l'intention de faire suivre la constitution que lui-même il a mise en 2002. Mais nous avons déjà eu une expérience en la matière en 1992. Nous avons organisé les élections, fait organiser les élections dans notre pays par une commission électorale indépendante. La commission nationale, à l'époque on a appelé la CONICELA, qui a organisé des élections, mais qui sont restées incontestées jusqu'à ce jour. Donc vous voyez que le Congo a une expérience, une avancée en la matière. Et c'est ça que nous voulons que l'on réédite. Nous avons fait en 1992 des élections avec une commission indépendante qui regroupait toutes les forces politiques et qui a très bien travaillé puisque cette commission a organisé les premières élections véritablement démocratiques dans notre pays qui ont conduit le président Lissouba au pouvoir. Nous ne demandons que ça, qu'on l'on réédite cet exploit que nous avons connu dans notre pays. Donc, le président de la République
s'il affiche une quelconque hostilité quant à la mise en place d'une commission véritablement indépendante, alors je dirais que M. le Président a cessé de devenir le démocrate qu'il voulait être. Très bien. Et dites-moi, est-ce que vous avez eu des soucis avec les forces de l'ordre? Non, du tout. Nous avons organisé notre dialogue alternatif. Au-delà de ce qu'on nous a refusé, les salles publiques et même privées, il n'y a pas eu de tracasseries particulières avec les forces de l'ordre. Non. Très bien. Et est-ce que vous avez choisi un porte-parole à la fin de cette réunion pour donner les informations au président Denis Sassou Nguesso? Non, mais le présidium des travaux va se déporter à la présidence de la République, je pense à partir de la semaine prochaine, pour déposer les conclusions de ce dialogue alternatif. Mm-hmm. Que pensez-vous des militants arrêtés récemment à Pointe-Noire? C'est une violation du droit de l'homme, puisque le code de procédure pénale dans notre pays dit que lorsque vous arrêtez un citoyen, il doit passer 72 heures maximum dans un commissariat ou dans un poste de police quelconque, et la notification va être faite au niveau du procureur de la République, qui doit par la suite interpeller la personne pour l'entendre. Ces jours sont graves, plus d'une semaine, c'est qui va au-delà du délai de rigueur qu'invoque la loi. Donc ce sont pour nous des actes que nous condamnons mais fermement et avec vigueur, parce que ces personnes, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu un procès équitable, elles sont présumées innocentes de ce qui leur sont reprochés. Très bien. Hier, vous étiez avec Roger Nzaba. Où en êtes-vous avec le parti, le PPC? Est-ce que vous êtes resté en contact avec ce parti? Est-ce qu'ils font partie du FROCAR? Non, non du tout. Disons que hier, effectivement, nous étions avec M. Roger Nzaba dans le cadre d'une fusion du PPC et du RJP. Bon, quelques incidents de parcours ont fait que, effectivement, nous nous séparions et aujourd'hui, nous avons ressuscité le RJP et le PPC, je pense qu'il doit vivre aussi quelque part, c'est certain. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des vues sur le poste présidentiel? Pardon, j'ai pas bien suivi la question. Est-ce que vous avez des vues sur le poste présidentiel? Non, madame, je fais tout ce que je fais aujourd'hui pour ne pas être candidat à quelque chose que ce soit, sauf à la restauration de la démocratie dans notre pays. Je n'ai pas de visée présidentielle en ce moment, en tout cas, sauf quelque chose d'extraordinaire qui viendrait pour m'orienter dans ce sens-là. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du Burkina Faso? Donc au Burkina Faso, on a vu que le peuple est descendu dans la rue et que ça a permis que le président Blaise Compaoré ait dû quitter le pouvoir. Est-ce que le FROCAR serait prêt à aller jusque-là pour que le président Denis Sassou Nguesso laisse le pouvoir? Le FROCAD fera tout ce qui est possible dans la légalité pour que l'ordre constitutionnel soit respecté. Donc nous arriverons à mener toutes les actions nécessaires et garanties bien entendu par la loi pour que l'ordre constitutionnel soit respecté. Si ça doit nécessiter un passage par le schéma burkinabé, pourquoi pas? Vous pensez que le peuple congolais est prêt à aller jusque-là et est-ce que vous pensez que les intérêts qu'il y a au Congo sont comparables aux intérêts que nous avons au Burkina Faso pour que les pays extérieurs puissent permettre justement la chute de M. Denis Sassou Nguesso? Vous savez, le Congo a déjà pris ses responsabilités. En 1963, le président Guilou était taxé d'avoir tout volé. Les Congolais s'étaient levés pour prendre leurs responsabilités et dire au président ça suffit. Donc, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de notre pays. Ce serait une réédition de l'histoire, simplement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait que le peuple se lève comme au Burkina Faso, ça ramènerait encore le pays dans un bain de sang? Mais ça ne sera pas de notre fait. Ça sera du fait ça sera du fait du président de la République qui ne veut pas respecter la loi, simplement. Ça ne sera pas de notre fait. Ça sera du fait de l'entêtement du président de la République à vouloir faire un passage en force.
Et vous pensez qu'en arrivant jusque-là, on pourra atteindre l'objectif de avoir une constitution respectée? Vous savez, personne ne peut lire dans une boule de cristal, mais nous espérons que demain, l'ordre constitutionnel va être respecté. Mais en tout cas, c'est ça au moins la volonté du peuple congolais. Maintenant, comment cela peut se faire, nous ne pouvons pas préjuger. Donc, toujours au Burkina Faso, donc il y a Blaise Compaoré qui a été traduit à la Haute Cour de justice parce que, entre autres, entêté à mettre en œuvre sa volonté de modifier la Constitution en vue de freiner le processus de l'alternance démocratique. C'est un peu ce qui se passe donc au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pensez que le président Denis Sassou risquerait d'être traduit en justice s'il résistait encore? Je ne dirais pas ça puisqu'il n'a pas encore résisté. Nous estimons jusqu'à ce jour que le président de la République est un grand homme qui a quand même, à l'époque, permis l'instauration de la démocratie dans notre pays en 1991. Nous pensons encore qu'il aura un dernier réflexe pour faire que notre pays continue sur les rails de la démocratie. Donc nous ne pouvons pas déjà d'avance lui faire un procès d'intention. Et que pensez-vous du Burundi par rapport au Congo-Brazzaville, la situation? Une vraie reculade, le Burundi. Une honte pour l'Afrique qui se veut une Afrique démocratique. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui est essentiellement peuplée de jeunes. Et ces jeunes qui sont en interconnexion avec d'autres jeunes du monde entier veulent vivre dans un système démocratique, dans un système où les libertés publiques sont respectées. Malheureusement, le Burundi nous donne un mauvais exemple. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez sur le discours de François Hollande au Bénin et Obama devant l'Union africaine? Est-ce que vous pensez que ça pourrait apporter un quelconque soutien au Congo-Brazzaville? Ça a déjà apporté beaucoup de choses, madame. Un vrai soutien, un vrai refuge moral pour les Congolais qui n'aspirent qu'au changement, qui n'aspirent qu'au respect des règles démocratiques dans leur pays. Mais vous savez qu'il y a certains Africains qui considèrent que c'est une sorte d'émergence dans la politique africaine, que Obama puisse venir donner des lois et des règles. C'est juste un rappel des règles démocratiques qui sont universellement reconnues. Donc, ces présidents n'ont pas à s'offusquer de ce que le président Hollande ou le président Obama rappellent les règles démocratiques qui doivent être respectées partout. Est-ce que vous pensez que l'Occident et les États-Unis ont encore une influence sur l'Afrique? Ah, bien entendu, bien entendu. C'est vrai qu'il y a une pénétration de la Chine, mais ça n'exclut pas le fait que les États-Unis, que la France gardent leur influence dans notre continent. C'est vrai qu'à un moment, avec le phénomène qu'on décrit, la France-Afrique par exemple, les présidents africains devenaient plus ou moins des décideurs en injectant d'énormes sommes d'argent pour retourner la politique française un peu à leur faveur. Mais de plus en plus, ce système est en train de se casser, de se fissurer. Et on constate bien que la France reprend un peu de son influence, non pas comme pays colonisateur, mais comme partenaire qui veut que pour faire les affaires, dans chaque pays, la transparence, l'équité soit de mise. Donc en fait, vous pensez que la France-Afrique est en train de tomber? Vous pensez que la France va laisser par exemple, le pétrole congolais qui paye les taxes de la France? Mais écoutez, je pense que progressivement, nous sommes en train de travailler tous, les Occidentaux y compris, pour que ce système puisse tomber de manière définitive et que les relations entre l'Afrique et l'Occident soient des relations d'égal à égal. Quand François Hollande dit qu'il voudrait qu'il y ait l'alternance politique en Afrique, vous pensez que peut-être il pense déjà à quelqu'un pour remplacer Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Je ne dirais pas ça, mais certainement qu'il souhaite qu'effectivement des élections transparentes aient lieu et que le Congo ait le président qu'il va choisir lui-même. Ça ne sera pas à la France de faire le choix d'un président dans notre pays. Oui, parce que De Gaulle dit que la France n'a pas d'amis, mais juste des intérêts. Quel est l'intérêt de la France? Pourquoi François Hollande irait dire au Bénin que
il faudra faire l'alternance politique aujourd'hui? Ben, écoutez, je pense que l'intérêt de la France, c'est de voir qu'il y ait un président élu qui négocie avec les partenaires français, avec l'aura d'un président véritablement élu, donc qui représente les intérêts congolais. Et si la France veut faire des affaires dans notre pays, ça doit être dans un cadre justement de transparence, dans un cadre de respect mutuel, dans un cadre de respect des règles démocratiques. D'accord. Et la France étant ce pays que nous connaissons des droits de l'homme, je pense qu'il y a cet intérêt. Nous sommes dans la mondialisation. Si jamais le FROCAR ou un parti très proche à vous prenait le pouvoir, avec quel pays vous serez ouvert à faire des échanges? Plutôt l'Occident, parmi les pays, l'Occident, l'Amérique ou l'Asie? On sera ouvert à tout le monde, madame. Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, il y a la mondialisation. Pourquoi nous fermerons les portes aux uns et en ouvrirons aux autres? Je pense que nous travaillerons avec tout le monde dans le respect de transparence, dans le respect des règles démocratiques aussi. Et voilà, donc nous n'aurons pas d'exclusivité. Nous travaillerons avec tout le monde. Bien sûr, nous avons des partenaires traditionnels, la France, les États-Unis, aujourd'hui la Chine. Nous travaillerons avec tout le monde. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique, notamment le Congo-Brazzaville, est capable d'avoir des rapports équitables avec l'Occident, notamment la France? Nous essayerons de pouvoir porter cette voie pour faire que nous nous respections mutuellement. D'accord. Il n'y a pas de raison que les uns se comportent en position inférieure et d'autres en position supérieure. Est-ce que vous direz que vous êtes optimiste pour la suite? Ah oui, tout à fait, madame. Sinon, nous aurons déjà abandonné. D'accord, très bien. Écoutez, pour moi, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous avez une conclusion à donner pour tous ceux qui vous suivent, ceux de la diaspora ici au Canada, ceux qui sont en France? Si vous aviez un mot de conclusion à donner. Juste un message d'espoir, juste un message de détermination. Il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, se battent pour l'alternance dans leur pays parce que c'est le poumon même de la démocratie. Nous avons intérêt à offrir à nos enfants un avenir différent de celui que nous avons connu. Nous sommes au chômage, nous sommes dans la misère, mais le Congo est riche et nous voulons que cette richesse puisse profiter à tous ces enfants, où qu'ils soient dans le monde entier. Voilà, madame. Merci beaucoup, monsieur Mpouélé. Donc, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, c'était Génération Afrique. Merci, madame. Merci. C'était donc Génération Afrique pour le Congo-Brazzaville. Elia Gomez-Niali. Merci, au revoir. La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où venons-nous et qui sommes-nous. Mama Africa, Mama Africa, nous sommes ici, Mama Africa. On a retrouvé Mama Africa, des fils partis, Mama Africa. Dans les Antilles, Mama Africa, d'autres en Amérique, Mama Africa. Nous ne sommes pas une couleur, nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes un peuple. Ils nous ont éparpillés et séparés. Ne dit-on pas divisé pour mieux régner? Ils se sont mis ensemble et ont décidé d'aller occuper des terres habitées. Nous étions des humains, ils pouvaient le voir, et eux étaient vilains, on n'a pas su le voir. Dieu est vivant, où sont nos excuses? La parole pleine de ruses. Nous étions chez nous, vous étiez chez vous. Vous venez chez nous, dire chez nous c'est chez vous. Certains sont fous et nous trop doux. Au nom de nos coutumes, la mort dans leur costume. Nous étions des humains, ils pouvaient le voir, et eux étaient vilains, on ne pouvait le voir. Vous quittez chez vous, vous emparez de chez nous. Vous êtes des seigneurs, seigneurs des misères. Mama Africa, Mama Africa, nous sommes ici, Mama Africa. On a retrouvé Mama Africa, Mama.